Après Watao, après Ibe, après Ahmed Bakayoko, Amadou Gon Coulibaly, etc., c'est le tour de Ousmane Chérif de subir aux attaques de la famille Ouattara. Le monsieur, il a maigri, mais vraiment. Il a maigri, mais vraiment. Et quand vous voyez ces photos, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. De cet homme costaud que nous avons et qui était toujours en train de faire ses marches comme un guerrier, nous avons aujourd'hui quelqu'un qui devient l'ombre de lui-même. Et ça nous rappelle tout simplement ses compagnons qui sont décédés et qui, avant de décéder, ont subi le même traitement. Ça veut dire, ces gens-là sont passés par le même processus de fin. Chris Yapi nous a fait une sortie là-dessus, en donnant des révélations par rapport à cela. Et nous avons des personnes qui sortent et nous disent qu'il n'est pas malade. Attendez, pour nous, il n'y a pas de problème. Ousmane Chérif, c'est un rebelle. Il peut être malade, il peut mourir. Pour nous, ce n'est pas un vrai problème, c'est entre eux. Le problème, c'est de jouer l'ignorance en sachant très pertinemment que le monsieur est bel et bien malade. Je vais vous ramener une autre vidéo parce que Ousmane Chérif lui-même, il a fait une vidéo. Il a fait une sortie pour répondre à tous ces propos-là. Et on nous dit à travers cette vidéo qu'on doit comprendre qu'il n'est pas malade. Et pourtant, pour tous ceux qui ont une bonne vision, pour le peu qu'on va voir, vous allez vous-même en déduire ce que Ousmane Chérif est réellement en termes de santé. La team, je vais vous présenter la vidéo ici de Isaac Niaba, qui vous parle bien évidemment non seulement du cas de Ousmane Chérif, mais aussi du cas aujourd'hui du GPS de Guillaume Soro, qui est en train de subir, c'est-à-dire qui est en train de subir toutes les attaques du régime d'Alassane Ouattara, pour la seule et unique raison qu'ils ont répondu présent à l'appel du président Laurent Gbagbo. Ne vous faites pas d'autres idées, hein, c'est ça. Le GPS de Soro Guillaume a répondu favorablement à l'appel du président Gbagbo. Ouattara sait donc que si le GPS répond, les musulmans sont donc de manière claire, précise et honnête divisés. Et ça l'énerve. Et donc, il recommence à lancer des balles réelles dans le camp de Soro Guillaume. Et il va commencer par qui? Il commence par tous ceux qui sont à Abidjan. Mais est-ce que ça va freiner cet homme qui, ça fait déjà plus de 5 ans aujourd'hui, il est en train de subir sous vos coups. Depuis 2019, il a décidé de partir. Et il vit l'exil comme jamais il n'a vécu dans son passé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'à 1 an de l'élection, alors que tout montre que vous allez perdre le pouvoir, Soro Guillaume va flancher? Je doute fort. Il ne suffit pas d'arrêter des gens. Il suffit tout simplement de faire la politique autrement. Vous pourriez aujourd'hui saisir l'opportunité qui se présente à vous de faire la politique autrement. Et faire la politique autrement, c'est quoi? Faire la politique autrement, c'est sortir par la grande porte, en permettant à tous les candidats d'être candidats, bien évidemment. Les affronter de manière légale. Ou même, si vous avez un peu de bonne foi, de respecter pour une fois la loi. Et même si vous ne respectez pas la loi, je doute aujourd'hui que l'opposition a peur de vous affronter. L'opposition veut même vous affronter, ils n'ont pas de problème. Alors, soyez là et laissez-les participer et voyons qui va gagner. Au moins ça devrait déjà permettre de vous aider à sortir par la grande porte. Même si on sait que le bilan économique est catastrophique, que tout ce que vous avez fait n'est que catastrophique. Vous avez justement peur de quitter parce que si vous quittez, les Ivoiriens vont se rendre compte de ce désastre politique que vous avez laissé derrière vous. La team, écoutons ici la sortie de M. Isaac Niaba. Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver à travers ce petit écran grâce à la technique. Des hommes qui ont dédié leur vie à la science, à la recherche, pour l'amélioration de nos conditions de vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour ce que les jeunes qui naissent et qui trouvent toutes ces technologies en place, je voudrais dire à nos enfants, il y a seulement 30 ans, il n'y avait pas le téléphone cellulaire, il n'y avait pas toutes ces technologies à travers lesquelles vous me voyez, même une petite lettre qui nous permettait de communiquer. Quand vous postez une lettre de la Côte d'Ivoire au Burkina, la lettre fait 3 mois. Une lettre à la poste. Quand vous postez une lettre
à Abidjan pour que cette lettre arrive à Daloa, où j'allais à l'école. Souvent, la lettre a déjà fait 2 mois. Nous venons de loin. Et c'est pourquoi, humblement, nous nous battons pour être dignes de l'Afrique, pour contribuer à l'avancement du monde loin de notre pays. Et je voudrais profiter pour donner des conseils à nos frères et sœurs qui luttent pour venir dans ce pays-là. Quand tu viens dans un pays comme ça, tu dois prendre toutes les mesures de la température, du social, de la vie économique, de tout ça. Ici, là, il fait jusqu'à moins 40 degrés. Il y a des régions qui font moins 60 degrés. On ne vient pas et on reste dans la maison, on ne va pas travailler. Si tu n'as pas appris à travailler, tu vas mourir ici, tu vas mourir de faim. On ne vient pas ici pour dire à une Ivoirienne qui intervient sur les réseaux sociaux, on va l'appeler. Un homme ne peut pas satisfaire les besoins de tout le monde. Si tu n'as pas appris à travailler, ne viens pas ici. Si tu es à Abidjan, que tu n'as pas appris un jour à taper briques, tu ne deviendras rien ici. Même si tout est là. Parce que la neige qui arrive à ton nombril, la neige de moins 40 degrés, c'est plus que la mort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut savoir ce qu'on veut, mais on ne vient pas ici pour faire des vidéos, ça ne va pas. Si je savais, tu savais quoi? Tu ne savais pas quand tu venais? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça fait 3 jours qu'on n'a pas parlé, parce que quand tu as une famille, il faut travailler. Il faut travailler. Parce que quand tu ne travailles pas, la femme ne peut pas te respecter. Tu es un indigne. Quand tu ne travailles pas, tu es comme un mort dans la tombe. Là-bas, le mort ne travaille plus. C'est à partir de là on ne travaille plus. Mais quand tu es sur la terre, que tu as encore tes muscles et tes énergies, il faut travailler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons parlé ce matin du visa imposé par Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a demandé au Maroc d'imposer des visas aux Ivoiriens. Nous allons parler de Chérif Soumane gravement malade. Nous allons parler des cadres de GPS qui étaient emprisonnés par Alassane Ouattara. Leur délit, ils ont répondu à l'appel du président Gbagbo qui a dit à l'opposition de se rassembler. Le GPS à l'opposition, ils ont répondu à l'appel, on les a jetés en prison. Je vais parler du PDCI et de son organisation. J'ai dit dans mes vidéos, je ne serai pas long parce que l'Internet n'est pas organisé en Afrique comme ici. Ici, là, si je paye 102 $ que ma compagnie paye pour moi, 102 $, ça n'évolue pas. Hein? Si je prends le téléphone là, que j'appelle Internet, là peut être allumé 24 heures sur 24, je peux l'éteindre parce que je dors. Mais en Afrique, on dit qu'il faut gratter une carte pour mettre dedans. Il faut gratter une carte. Les Toubabs, les plus grands escrocs du monde, les plus grands voleurs. Je vois pourquoi ils étaient chez eux. Ils sont venus nous imposer l'esclavage. 500 ans. Ils sont venus nous imposer la colonisation. Parce que c'est le vol. Et ils nous imposent le néocolonialisme en faisant n'importe quoi. Ce n'est pas vraiment ces gens-là. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez-moi Alassane. Dramane Ouattara est méchant. Dramane Ouattara est méchant. Dramane Ouattara est méchant. Vous savez, et je vous dis ce que je dis, c'est la vérité. Depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale, jamais il n'y a eu une telle immigration, une immigration si massive en dehors des frontières géographiques de la Côte d'Ivoire. Ce que nous avons connu, Oufouille avait fait une politique qui était telle que c'est les autres qui venaient chez nous. C'est les autres qui venaient. C'est Oufouille qui l'a voulu. Et il avait des raisons que je pourrais certainement vous expliquer. C'est les autres qui venaient chez nous. Et surtout les Burkinabés, parce qu'on était le même pays. Et quand on a pris les indépendances, Oufouille a voulu faire la double nationalité. C'est-à-dire tout Ivoirien de cette sorte de conseil l'entame qui venait en Côte d'Ivoire, il était Ivoirien. Et puis les gens ont boycotté ça. Donc Oufouille disait aux Togolais de venir, il disait aux Burkinabés de venir, il a favorisé les Maliens, les Libériens, les Guinéens, les Sénégalais. Il leur a dit de venir pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire.
on en parlera certainement. Mais ce n'était pas la situation inverse. Sous le président Houphouët-Boigny, un Ivoirien, quand tu le retrouves au Maroc, c'est un diplomate où il est là dans le cadre d'un service qui est la mission de l'État à l'extérieur. En France, c'était sensiblement la même chose. On n'avait pas besoin d'aller à l'extérieur. Sous le président Henri Konan Bédié, les Ivoiriens ne sortaient pas. Même l'Ivoirien, même il quitte son village, il quitte Ganteguela, il vient à Abidjan, il quitte Abidjan, va à Ganteguela, il quitte Korogo, il vient à Abidjan, il quitte Abidjan, il va à Korogo, il quitte Yokobo, il vient à Abidjan, d'Abidjan, il va à Yokobo. Il quitte Dalo, il vient à Abidjan, il ne va pas ailleurs parce que l'Ivoirien avait peur de l'inconnu. Sous le président Gueye, même qui est militaire, qui était militaire, les Ivoiriens ne sortaient pas. Et j'ai tous les chiffres. Parce que on m'a tellement introduit dans la politique très tôt. J'étais secrétaire national du PDCI chargé de la bonne gouvernance. Je ne faisais pas de tapage. Hein. À l'université, j'étais le président de la jeunesse. Je ne faisais pas de tapage. C'est une seule fois que j'ai parlé d'un journal qu'on appelait le Jeune démocrate. On m'a dit non, l'initiative, c'est tes aînés, reste en arrière. Parce qu'au PDCI, on s'est obéi. Le président Gbagbo est venu. Il avait comme un Ivoirien à l'extérieur. Les jeunes qui ont tenté de déstabiliser le pays à un moment donné, ce sont eux qui ont fui, ils étaient à Ouagadougou, quelques-uns étaient au Mali, on voyait leur déplacement, ce qui était négligé par les refondateurs, qui s'en offusquent aujourd'hui. Les Ivoiriens ne sortaient pas. C'est sous Alassane Ouattara, avec son économie émergente, avec sa croissance à 20 chiffres, tous les jeunes Ivoiriens, ils sont entassés au Togo. Et leur métier, ce sont eux qui prennent les bagages sur la tête. Ils sont à Accra. Quand vous allez à Accra Mall, vous les voyez. Moi, j'ai visité tout cela. Quand vous arrivez au Bénin, pour que quelqu'un soit aujourd'hui footballeur, il est obligé. Adingra Simon, là, ils étaient au Bénin, non? Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Adingra, qui a joué la Coupe d'Afrique, ils étaient au Bénin, les amis, dans des conditions précaires. Parce que la Côte d'Ivoire n'est plus attractive. La Côte d'Ivoire, l'homme aime vivre là où c'est bien. Vous allez en RDC, il y a la guerre là-bas. Dans l'Est, Ivoirien, ça va chercher à manger. Vous allez au Nigeria, vous êtes étonné. Il n'y a pas trop longtemps, ça je vais vous le dire, discrètement, pour une certaine mission, j'étais en RDC. Quand j'ai vu mes compatriotes ivoiriens, j'ai voulu pleurer. Et le nombre d'Ivoiriens qui traversent la Méditerranée, comme des tilapias dans des barques dangereuses, ce sont des Ivoiriens qui vont sur la côte de Lampedusa, qui vont en Italie, qui vont en France. Et aujourd'hui, on s'étonne que les Ivoiriens sont devenus des voleurs à Paris parce qu'ils sont désespérés. Et ces Ivoiriens qui vont, ils sont accueillis très bien au Maroc. Ça, je vous le dis, hein. Si ce n'est pas bon, je vais le dire, on ne paye rien. Ils sont bien accueillis au Maroc. C'est en Tunisie, ça ne va pas. Au Maroc, on les accueille bien parce que le roi du Maroc, il a la main sur le cœur et il sait l'histoire. Quand il était petit, il séjournait chez le président Houphouët-Boigny à Abidjan pendant des moments, des longs moments. Comme le président Faure du Togo, il a fait l'école à Abidjan, Cocody au lycée classique. Vous n'êtes pas au courant de tout ça. Moi, j'étais au Togo, j'étais ami à la famille de Faure. On m'a tout dit. Tout. Même ils avaient oublié mon nom, Ivoirien. Ivoirien. Notre président, il a fait l'école chez vous. Hein. Il était au main du vieux Abdoulaye Diallo. Oufou a dit qu'il faut le garder. Il a fait l'école et puis son papa l'a fait partir en France et ensuite aux États-Unis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les Ivoiriens sont des milliers et des milliers. Des dizaines de milliers au Maroc. Et ils cherchent leur pain dans des conditions difficiles. Le roi ferme les yeux parce que Hassan II, qui était son papa, et Oufou était comme ça. Quand Oufou construisait la basilique, c'est Oufou qui a motivé le roi Hassan II à construire une mosquée à la gloire de Dieu. Et il a fait, Oufou a fait la basilique. Donc ils étaient liés. Donc son père qui est là maintenant, les Ivoiriens, il a dit, les Ivoiriens sont mes frères. Vous savez qu'il était comme ça avec Ambak, Ahmed Bakayoko. Ils n'ont jamais dérangé les Ivoiriens. Et pourtant, au Maroc, on dérange les autres nationalités qui viennent sur leur sol.
Mais quand on dit tu es Ivoirien, tu es pareil. Alassane Ouattara a fait une note avec ses hommes. Draman Ouattara a fait une note. Draman, le satrape reptilien, a fait une note pour dire de mettre un visa là-bas pour chasser les Ivoiriens. Voilà, émergence à 20 pieds. D'ailleurs, ils ont peur du mot émergence maintenant. Ils ne peuvent plus dire émergence. Ils parlent d'autre chose. Le plus grand scandale de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce qu'on va retenir, c'est le passage de Draman Ouattara, ce satrape reptilien, à la tête de la Côte d'Ivoire avec un surendettement massif de 33 000 milliards de francs CFA. Les Ivoiriens aujourd'hui sont en danger. Le roi du Maroc a dit non, on ne peut pas mettre un visa. On peut peut-être organiser des charters pour leur dire de retourner en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont consentants, Draman Ouattara, je vous donne l'information, il dit qu'il ne veut pas. Il dit de mettre un visa avec un prix élevé comme ça que les Ivoiriens ne pourront pas supporter. Leur bourse ne pourra pas supporter. Il a fait aussi une lettre en Tunisie. Voilà le président du club de soutien qu'on appelle RDR. Voilà le président du club de soutien qu'on appelle RDR. Mais ce que je vais dire aux gens du RDR, la plupart des jeunes qui sont au Maroc sont issus de la population RDR et on les connaît. Et mon ami, dont je tais le nom, qui est grand journaliste, je dis il faut infiltrer le milieu, informe-moi. Il a infiltré. Il dit mais ils viennent la plupart du temps de Daloa. Les deux premières villes, il y a Daloa qui est premier et ensuite il y a Anyama. Ce sont ces jeunes. Le village du ministre Mamadou Touré, qui lui-même gère les fonds jeunes, c'est de chez lui que les gens partent et ils vont au Maroc. Ils sont dans la souffrance. Ils rassemblent des bâches comme ça et ils sont sous des bâches là, dans des coins insalubres. Draman Ouattara a demandé qu'on leur impose un visa et qu'on impose un visa en Tunisie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les organismes internationaux, surtout l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, dont les gens sont infiltrés, les hauts fonctionnaires sont infiltrés partout, ils font des rapports. Et ils ont dit, les premiers qui immigrent aujourd'hui en Europe, ce sont les Ivoiriens, les premiers. Alors, ils ont commencé à huer dans les brancards. C'est les gens usurpent la nationalité ivoirienne. Celui qui va au Maroc, il n'a pas de passeport. Ceux qui vont au Maroc n'ont pas de passeport. C'est pourquoi ils passent par l'eau. Et quand ils arrivent à l'île, les Lampedusa, on les recense. Voilà l'échec du gouvernement dramanien à Abidjan. Et quand les jeunes arrivent en France, tout désespérés, aujourd'hui, le nom de l'Ivoirien est gâté. L'Ivoirien est devenu voleur. Quand vous êtes en France, il n'est plus bon de se réclamer Ivoirien, de dire je suis Ivoirien, parce qu'on dit ce sont des voleurs par la faute de Draman Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici la vérité. Internet coûte cher en Afrique, je ne vais pas être long. C'est pourquoi il faut dégager Draman Ouattara et ses hommes du pouvoir. Ce sont des tueurs spécialistes, des assassinats ciblés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez connu la rébellion ivoirienne. Chérif Ousmane était d'abord soldat de deuxième classe. Soldat de rang, soldat de deuxième classe. Ensuite, il a été caporal, sergent. On l'a connu, nous, on l'a connu comme sergent. Au temps de Gueye, il était sergent. Sergent. Pour la première fois, le miracle va se produire dans l'armée quand le président Gbagbo va donner des galons de commandant à des gens qui ont mis un poignard dans le dos de la Côte d'Ivoire, qui ont même éventré la Côte d'Ivoire. Chez Ousmane, Diagao, Ouattao, Kone Zakaria, qui sait à peine écrire son nom, il deviendra le commandant de l'armée. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont des colonels, colonels-majors. Et chez Ousmane, pour mission bien accomplie, qui a tué les gens, des milliers qui ont fait un génocide grave, et les généraux de l'armée. Mais le président Alassane Ouattara, il sait que le président Gbagbo a été jugé. Et le président Gbagbo, devant la cour pénale, a été acquitté. Mais on dit qu'il y a 3000 morts. Donc, il réfléchit. Draman Ouattara sait que quand on dit à 3000 morts,
le tribunal pénal international va toujours chercher le ou les coupables. Il le sait. Si on dit que Gbagbo et son camp, ils sont acquittés, ils n'ont rien fait, mais il y a eu 3000 morts, ils vont tous chercher un autre camp. Et Dramane Ouattara sait que c'est son camp, avec ses hommes, ses chefs de guerre, ces tueurs redoutables, sans foi ni loi qui utilisent les autres pour des sacrifices rituels et sacrifices humains, ils vont les rechercher. Il a décidé de les éteindre. De les éteindre. Et ceux-là, chaque fois qu'on vous invitera à manger dans votre groupe, ça je vous aime, ils vont vous empoisonner. Ouattara est parti. Quand ils ont donné le poison à Ouattara et que le poison le rongeait, Ouattara voulait aller à l'extérieur pour le soigner. Ils l'ont bloqué parce qu'un officier supérieur ou un officier général, on te donne une autorisation de sortir du territoire, on ne sort pas comme ça. Ils l'ont retardé. Quand ils ont vu que c'est fini, ils ont dit va te soigner. Il est allé au Maroc, ensuite aux États-Unis, paf. Nous avons appris par la voix de Chris Yapi, qui est le plus grand enquêteur, parce que quand on dit Chris Yapi, c'est au milieu d'eux qu'il y a Chris Yapi. C'est eux-mêmes qui veulent un jour dire que moi, j'étais au milieu d'eux, mais je n'ai pas. Ce sont eux qui donnent l'information. Sinon, quand tu es loin du pays, c'est eux-mêmes, les ont soupçonnés, qui sont les grands cadres là. Ce sont eux qui disent, ah, petit frère, voilà ce que fait le sous-préfet de Gris. Ce sont eux. Moi, je suis ici, je ne connais pas le sous-préfet de Gris, je ne sais pas qui est MBT. C'est là-bas. Dans toutes les administrations, c'est pourquoi j'ai mis mon numéro partout. Mais même, il y a un numéro secret que j'ai, qu'il y a des cadres qui ont. Vous comprenez? Donc, Chérif Ousmane aurait été empoisonné au cours d'un repas au ministère de la Défense. Et regardez comment il est devenu. Ce qui est arrivé, un bac là, c'est la même chose hein, sur le chemin. La fiole. Ce qui est arrivé à Ouattara, là, c'est la même chose. Ouattara était devenu l'ombre de lui-même, comme un zombie. C'est ça, hein? Nous sommes à un moment donné de l'histoire où on n'accepte pas facilement une invitation à manger. Soyez comme moi. Même il faut porter 120 cordes. Je n'accepte pas l'invitation de quelqu'un. Parce que je n'aime pas devoir. Il m'a donné à manger. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pourquoi je rends difficilement visite. Tu peux venir chez moi, mais moi, rendre visite à quelqu'un, demander que c'est pas Nieba. On dirait, ah, on est ici, tu ne viens pas. Je dis, non, non, ça ne me plaît pas de venir chez les gens. J'ai dit, on dit, mais il est gonflé. Je ne suis pas gonflé. C'est mon éducation. Je ne suis pas là pour me promener chez les gens. Je sais que je dois travailler pour avoir mon pain. Voilà chez Ousmane, à qui je souhaite une bonne santé. Mais où il est là? S'il m'écoute, qu'il demande rapidement une autorisation de sortie du territoire pour aller dans un hôpital qui est le plus grand hôpital spécialisé contre les poisons en Allemagne. Le russe Navalny, c'est là-bas il est allé. Quand il n'était pas encore tard, et ils l'ont désintoxiqué parce que les Allemands sont forts. Les Canadiens aussi sont très forts dedans. Mais les Allemands sont plus forts que les Canadiens. Dramane Ouattara, c'est que si on le prend, qu'il est à la Cour pénale internationale, naturellement, ils vont chercher des témoins. Et ces chefs de guerre là vont dire beaucoup de choses. Ils veulent les éteindre. Le jour où on le prend, le procès sera flou parce qu'il n'y aura pas de témoins à charge. Il va dire, mais vous m'accusez, moi je n'ai jamais tenu un pistolet ni une arme. Appelez les témoins. Eux tous, il va les tuer l'un après l'autre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Prendre l'établissement au Guépard, l'assassin Guépard, chez Ousmane, le Guinéen Guépard, qui est de l'ethnie Thomas. Son père est Thomas, sa maman est Bressé. D'ailleurs, quand il est en entraînement commando avec ses éléments, Yomou, Yoma, c'est en Thomas, il chante Thomas de la Guinée, qui chante parce que c'est son ethnie. Et pour ne rien avoir avec la Côte d'Ivoire, Cheikh Ousmane est allé épouser une Burkinabé. Les Burkinabés, moi-même, j'avais une Burkinabé. Je n'ai pas dit c'est mauvais, mais je vous dis, il n'a rien, il d'Ivoirien, il n'a aucun investissement en Côte d'Ivoire. Ouattara veut l'éteindre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Dramane Ouattara toujours dans ses œuvres. Le président Gbagbo dit, l'opposition, là, quand vous voulez prendre le pouvoir, vous devez vous organiser pour aller à la conquête du pouvoir, pour l'arracher. Je demande au parti de l'opposition de venir travailler avec moi. Et les gens ont écouté sa voix.
Ils sont allés travailler avec lui. L'opposition allait le PDCI, l'IRD, GPS. Mais comme il a de la haine pour Guillaume Soro, il a attrapé Soumaro Kando, le député Soumaro Kando. Son parti allait s'allier au PPA. PPACI du président Laurent Gbagbo. Il a attrapé Helage Mamadou Traoré, qui l'a jeté au PPA, c'est-à-dire la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan qui est devenue PPA. Il les a mis dedans. Simplement. Parce qu'ils ont accepté d'aller dans une alliance. Un tel homme, on peut lui faire confiance. La peur a gagné la case caféinée RDR. Et ils sont dans le mal. Le mal à un point où vous ne pouvez pas penser. Ça dit des gens qui délibérément ont donné leur âme au diable, qui savent qu'il n'y a pas d'espérance de lumière pour eux après la vie sur terre. Vous voyez? Mais ils sont tellement mauvais, ils détruisent les quartiers. Quand Amnesty International a pondu un rapport pour dire la maltraitance des populations et les déguerpissements sont illégaux, désormais, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du feu dans les immeubles pour les calciner, pour les faire tomber. Quand l'immeuble est tombé, on doit le balayer. Dans les mosquées, ils mettent du feu qui fait tomber la mosquée sur les gens. Voilà ce que RDR. Voilà RDR. Rassemblement des renégats de la République. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils recrutent nos enfants. Ils ne leur donnent pas du travail, mais le travail qu'ils leur donnent, ils les recrutent secrètement à partir d'une ambassade d'un pays qui est en guerre en Europe en ce moment. Et on les fait passer par le Sénégal. On dit, vous allez en Ukraine, on va vous donner des villas et des visas en Europe. On les tombe, on les envoie au Sénégal. Comme aux anciens temps, c'est le schéma que nos parents faisaient pour aller en guerre mondiale. De la colonie Côte d'Ivoire au Sénégal, et puis passer par Niadibou, en Mauritanie, où on les formait, le même schéma, et puis on les envoyait sur les champs de guerre en Europe. Mais cette fois-ci, de la Côte d'Ivoire, on les envoie au Sénégal, à Dakar, à l'emplacement du camp Tiaroy, pour reproduire le schéma qui a humilié nos parents. C'est ce que Dramane Ouattara fait. Il dit, lui, son rôle, c'est d'humilier la Côte d'Ivoire. Et de quand on les envoie à Niadibou, ils forment, on dit, on va vous former parce que vous devez partir. Ce sont eux qui sont en train de mourir à Tinzaouaten, au nord du Mali. Plus de 723 ont été maltraités. Il y en a qui ont été capturés. Ils n'ont pas mangé plusieurs jours. Ils disent, Dramane Ouattara nous a dit qu'on allait en Europe pour avoir du pain. Il ne crée pas l'emploi, mais il les fait à plus, il les fait tuer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour finir, je voudrais saluer mon parti, le PDCI-RDA, et les grands dirigeants du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam. Le PDCI avance. Vous savez, il y a des gens au PDCI, eux, c'est les postes, ils veulent les postes honorifiques. Les postes honorifiques, et ils ont fatigué le président Bédi avec ça. Quand on te donne un poste, il faut mériter de ce poste-là. Le contenu que tu mets dans ce poste-là, c'est ce qui fait qu'on sait que tu as une responsabilité. Et je voudrais remercier le secrétaire général Emou Sylvestre. Il dit, vous qui êtes les hauts représentants, là, les hauts délégués ou bien quoi, en Europe et à la diaspora partout, faites un rapport circonstancié, clair, de ce que vous avez fait depuis qu'on vous a nommé. D'abord, on boucle une année, hein, depuis la nomination du président Thiam. Vous allez faire ces rapports-là. Et si vous ne faites pas ces rapports, on va vous chasser. Vous voulez avoir des gros postes, gonfler le dos. Tu es en France, tu dois faire rapport. Tu es en Angleterre, en Grande-Bretagne, on va voir ton rapport. Clair. Et puis on va vérifier. Tu es au Canada, on doit voir ton rapport. Tu es aux États-Unis, on va voir ton rapport. Et il faut mettre des numéros dedans. On va appeler et nous, on va tester de ce que tu es en train. On va attester de ce que tu as écrit. Je vais avoir tel poste, je suis bureau politique, je suis comme ça, je suis comme ça. Ce que tu as fait là, tu es haut représentant. Ce que tu as fait là, on va voir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PDCI avance. Vous savez, le recensement là est au-delà de nos espérances. Ce sont des milliers de jeunes majeurs qui se sont inscrits au PDCI-RDA. Nous en sommes fiers, le pouvoir à portée de main en 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je n'ai pas encore sécurisé la bouche.
La parole est intéressante, mais je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Je voudrais saluer les Ivoiriens, les Burkinabés, je voudrais saluer tout le monde. Je voudrais saluer tout le monde. Que Dieu vous protège, que Dieu vous fasse du bien. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une petite musique sur laquelle je n'ai pas de droit. Il s'agit d'une sœur venue de l'AES. Nawa Doumbia, que j'aime beaucoup. Vous savez, la force des Malinqués. Les Malinqués sont les meilleurs chanteurs d'Afrique. Ça, je vous le dis clairement. Il faut dire ce qui est